Alors écoutez, je vous propose qu'on commence, maintenant que tout le monde est arrivé. Bonjour d'abord, bienvenue à toutes et à tous ici sous ce chapiteau qui jusqu'à ce soir et depuis jeudi est entièrement consacré aux échanges, aux témoignages. L'idée c'est de mettre des visages derrière les métiers, derrière les filières pour vous aider à y voir plus clair avant peut-être d'approfondir, d'aller plus loin et plus dans le détail sur les différents stands de ce 8e carrefour de l'orientation des métiers et de l'entreprise organisé par l'agglomération du Choletais. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, il y a un pavillon des métiers de la défense et de la sécurité au cœur de cette édition. Des métiers plus que jamais indispensables réunis dans un lieu consacré à celles et ceux qui ont choisi de servir et de protéger. Et là, clairement, on est super bien entouré ce matin, hein puisque j'ai le plaisir de vous présenter à mes côtés et dans l'ordre pour ne pas se tromper. Donc, le major Thierry Mauboustin, directeur des ressources humaines de l'Armée de l'Air. Bonjour, oui, pas tout à fait. Le directeur des ressources humaines de l'Armée de l'Air, effectivement, je dépends de lui. Moi, ça commence vachement bien. Il est général. Effectivement, je dépends de cette direction. Moi, je suis le responsable du bureau recrutement de l'Armée de l'Air pour la Sarthe, la Mayenne et les Maine-et-Loire. Mais vous êtes bien le major Mauboussin. Et je suis bien le major Mauboussin. Quand même, parce que là, ça commençait très très mal. Non, ça se passe très bien. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci et bienvenue. À vos côtés, j'ai le plaisir de vous présenter le lieutenant-colonel Jean-Michel Cayuela, délégué militaire départemental adjoint du Maine-et-Loire. Jusqu'ici, pas d'erreur? Oui, c'est bon. Tout est bon jusque-là. Merci. Bienvenue. Je vous remercie. Et vous êtes venu accompagné de Patrick Baudin, major Patrick Baudin. Oui, donc je suis le major Baudin, le responsable du centre d'information et de recrutement des forces armées d'Angers. Donc mon travail est de recruter des jeunes au profit de l'armée de terre qui habitent au sein du département du Maine-et-Loire. Merci de votre présence. Donc, armée de l'air, armée de terre. On pourrait presque jouer en fait au jeu des devinettes. Est-ce que vous savez qui est ici? Eh bien, c'est le commissaire Salah Belbella qui représente la police nationale. Bienvenue, commissaire. Merci, bonjour. C'est un plaisir d'être parmi vous et ce sera un plaisir également de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, à côté de la police nationale, eh bien, on a la gendarmerie nationale, représentée ce matin par l'adjudant-chef Laurent Brosset. C'est bon? Oui, c'est ça. Donc moi, je suis du centre d'information et de recrutement de la gendarmerie de Nantes et on rayonne sur l'intégralité des régions Pays de la Loire, de la région Pays de la Loire. Très bien. Merci. Alors, l'uniforme est semblable, mais pourtant, on est dans un métier bien différent. Eh bien non, puisque c'est le capitaine Ludovic Jarry, chef du centre des pompiers de Cholet, sapeur-pompier de Cholet. Bienvenue. Bonjour, donc adjoint au chef de centre, il va pas être content mon chef. Si non, mais c'est important, précisons. Donc oui, en effet, la même couleur d'uniforme, on fait pas la même chose, mais on est souvent ensemble. Ouais, évidemment, on y reviendra. Et puis, eh bien, nous avons le plaisir, après avoir présenté tous ces métiers, de représenter aussi celui de la Marine nationale avec le premier maître Frédéric Auger, premier maître désignant premier maître supérieur. Non, ça désigne le premier grade d'officier marinier supérieur, c'est ça? Oui, exactement. Contrairement aux autres armées, on a des grades qui ne portent pas le même nom. Donc premier maître, c'est l'équivalent d'adjudant. Oui. Donc moi, je suis premier maître dans la marine et je travaille au CIRFA de Nantes. Donc CIRFA Nantes, pour le recrutement marine, on fait Loire-Atlantique et Maine-et-Loire. Merci. Alors vraiment, on a une très belle table ronde pour présenter cette diversité de grades, de parcours, mais quand même des valeurs communes, on peut le supposer, messieurs. Et ce que je vous propose, c'est de refaire un tour de table. À la limite, on va le faire à l'envers, juste pour changer, et que chacun présente pourquoi vous avez choisi cette carrière, chacun. Quelles sont vos missions? Et peut-être ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans ces métiers-là. Ce qu'il faut savoir, les bons, les mauvais côtés. Voilà, vraiment, nous raconter vos vies. Dans l'ordre de vos questions, pourquoi cette carrière, plutôt une vocation pour être justement plutôt dans tous ces métiers-là? Après, choisir celui qui nous correspond le mieux. Trouver sa voie pour trouver son corps d'armée ou sa spécialité. Ensuite, trouver son métier. Et une fois qu'on est dedans, on s'implique. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir de ces carrières? Je pense que mes collègues diront la même chose. C'est beaucoup de disponibilité. Ce sont des métiers très prenants parce qu'on a quand même beaucoup d'absentéisme. Un équilibre à trouver entre le métier et la famille, parce qu'on est quand même beaucoup pris. Et puis de la volonté. La volonté parce que ce sont des métiers où on peut rentrer à différents niveaux d'études, mais pour progresser, il faut avoir envie. Si on a envie, on a une institution qui nous permet de pouvoir progresser en interne dans notre métier.
La marine nationale, on imagine un peu derrière des bateaux, la mer. Concrètement, à quoi ressemble le quotidien, votre quotidien ? Alors tout dépend où on est affecté, hein, forcément, puisque la marine a plusieurs facettes. Vous avez les forces sous-marines, donc avec nos sous-marins, notamment dans la dissuasion nucléaire. On a les forces de surface, avec tous les bateaux qu'on peut trouver. L'aéronaval, donc pilotes qui vont avec le porte-avions, des hélicoptères pour faire de la surveillance et aussi du sauvetage en mer. Et toutes les forces à terre, plutôt à terre, avec nos fusiliers marins. Donc tous ces gens-là peuvent avoir un rythme de vie différent. Si on prend le cœur même du métier, c'est de naviguer. Donc sur un bateau, vous avez un rythme à tourner constamment. Jour et nuit, il y a toujours du personnel debout. Donc on est sur des systèmes de quart, comme ça peut se trouver aussi dans le civil. Et on tourne régulièrement pour que le bateau soit toujours disponible, en sécurité et assurer nos missions. Avec une particularité, c'est que pour être marin, embarqué, il faut tous être capable d'assurer des fonctions de pompier à bord, donc être capable d'avoir des appareils respiratoires et d'intervenir sur des feux. Ça, c'est la condition numéro 1. C'est super, vous m'offrez la transition idéale avec votre voisin. Donc justement, le métier de sapeur-pompier, pourquoi ce choix ? Quels sont les bons côtés, ce qui vous motive tous les matins et peut-être aussi le soir, puisqu'il y a des horaires évidemment qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on a envie de se lancer ? Alors pourquoi on dit souvent que les pompiers c'est une grande famille. Alors bien souvent c'est pour beaucoup, on se dit c'est un lien des fois de parenté, c'est le papa, c'est le tonton, c'est une connaissance qui était pompier, on a découvert un peu la profession au travers eux. Et puis c'est aussi un métier qui change tous les jours. En fait le matin on se lève, on ne sait jamais ce qu'on va faire. Et dans notre profession on a plein de métiers. Il y a forcément ce que l'on voit, c'est-à-dire l'action de secours, l'extinction des incendies. Mais il y a tous les métiers qui vont autour, c'est l'aide aux entreprises, c'est le conseil dans les établissements recevant du public sur la sécurité incendie, c'est des filières sur la partie technique, sur des spécialités. On a plein de spécialités, le secours nautique pour le secours à personne, le risque chimique, le risque nucléaire. Donc en fait c'est un métier qui est tellement varié qu'on ne peut pas s'ennuyer. Et puis après les motivations, elles restent les mêmes. C'est un métier dynamique. On peut pas dire que on nous a posé la question jeudi, est-ce que c'est un métier d'intérieur ou d'extérieur ? C'est un métier à la fois d'intérieur, c'est un métier d'extérieur et c'est surtout un métier de contact. Donc c'est vraiment un métier passionnant, intéressant. Donc voilà. Évidemment, on le sait, ce sont aussi des métiers où il faut la pêche, il faut l'énergie. Il y a aussi cette part de risque. Vous en parlez quand vous recrutez. C'est quelque chose qui est d'office ou est-ce que la peur peut aussi faire partie de chacun et il faut juste l'apprivoiser ? Comment ça marche ça ? Je pense qu'au moment du risque, la peur, on ne l'a pas. La force, c'est l'équipe. Et on est porté par cette force d'équipe et par ces automatismes qu'on apprend au quotidien, en fait. Alors c'est sûr qu'après, une fois qu'on a tout fermé la page, on se dit, oh là, on est passé pas loin, ou il aurait pu nous arriver ça. Mais au moment T, je pense que c'est certainement partagé par l'ensemble de mes collègues. Au moment T, on n'y pense pas, en fait. Puisqu'on est tellement formaté sur certains gestes, alors forcément, il y a une part de réflexion. Mais en fait, la force de l'équipe et ses automatismes font qu'on avance. Ouais. Merci beaucoup déjà pour... Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va essayer comme ça de continuer avec la gendarmerie nationale. Et ça va me permettre de vous demander à vous et ainsi qu'à votre voisin quelle est la vraie distinction, parce qu'on vous confond souvent, donc c'est une question qu'on fonce un peu les portes ouvertes, mais voilà, entre gendarmerie quand même, et police, voilà. Vous n'avez pas le même uniforme. Ouais, et puis ça ne s'écrit pas pareil. Gendarmerie, police... C'est vrai. Mais sinon, merci. À 95% des missions, on va retrouver des situations identiques dans la police ou dans la gendarmerie. Il y a deux différences majeures. La première des différences, ça va être le statut. Nous avons un statut de militaire et les policiers ont un statut de fonctionnaire. Donc ils sont des civils, sécurité dans la civile, et nous sommes des militaires. Donc ça induit des différences après dans le fonctionnement et dans l'emploi. Mais première différence majeure, c'est ça. La deuxième différence, c'est la localisation géographique de l'emploi. Les communes de plus de 25 000 habitants vont être sous gestion police et les communes de moins de 25 000 habitants sont sous la gestion de la gendarmerie. Donc il vous arrive une situation particulière, quelle que soit cette situation en zone police, sur une commune de plus de 25 000 habitants, c'est la police nationale qui interviendra. Si vous êtes dans des communes plus rurales,
c'est la gendarmerie qui interviendra. Voilà, c'est un découpage territorial. Exactement, c'est un maillage qui fait que, selon l'endroit où on se trouve, on va être soit secouru par la police, soit aidé par la gendarmerie. Quelles sont les compétences nécessaires, les profils en tout cas, qui sont recherchés? Alors on va retrouver un peu ce qui a été dit également précédemment, avec une disponibilité quand même conséquente. Le statut de militaire impose cette disponibilité. Il n'y a pas de notion d'horaire, il n'y a pas de notion de 35 heures ou de RTT, ça n'existe pas. Donc cette première nécessité de disponibilité, ça fait partie énormément du quotidien du gendarme. Et après, même chose que pour nos camarades pompiers, en fonction du métier que vous allez vouloir faire en gendarmerie, parce qu'on retrouve également, on a l'habitude de dire qu'il y a 80 métiers différents en gendarmerie, selon l'orientation que vous allez vouloir choisir, il faudra des disponibilités ou des aptitudes plus spécifiques. Entre celui qui va intégrer le GIGN, il faudra peut-être un peu plus d'aptitudes sportives. Et puis le plongeur, il faudra accepter, il ne faudra pas être frileux, surtout en ce moment. Se retrouver dans l'eau quand il fait moins 10, moins 12. Voilà, donc, en fonction de l'orientation, vous allez pouvoir retrouver des qualités ou des qualifications ou des qualificatifs différents. Est-ce que vous évaluez aussi la capacité à accepter le risque, à accepter... On se retrouve dans la même situation. Je veux dire, un gendarme, on a toujours l'habitude de dire qu'au minimum, on est deux. Et au minimum, on intervient toujours à deux. Donc c'est déjà une équipe. Oui. Et comme disait très bien le capitaine, c'est la force de l'équipe qui va porter la mission et la réussite de la mission. Et dans les armées, on retrouve exactement ce même schéma. Donc sur le moment, on n'a pas cette sensation d'avoir pris un risque. En plus, on a cette formation professionnelle et technique qui nous permet d'aborder les missions avec technicité. Et c'est par la suite où on se dit, tiens, oui, effectivement, là, on est passé pas loin, où ça aurait pu dégénérer. Mais encore une fois, il y a l'équipe qui permet de pallier à cette difficulté. Puis après, individuellement, on a aussi cette volonté d'engagement qui permet d'être parfois, même souvent, d'aller plus loin que ce qu'on avait imaginé être en capacité de faire. Ce ne sont clairement pas des métiers tout à fait comme les autres. Je ne sais pas, j'en ai pas fait d'autres. Mais on retrouve quand même un engagement dans tous les métiers. La volonté de faire progresser son entreprise, c'est aussi ce qu'on retrouve au sein de nos fonctions, même si premier abord, on peut dire, tiens, c'est pas la même chose, mais on a une formation professionnelle qui nous permet d'effectuer ce type d'intervention, mais pas... Puis encore une fois, je vous dis, il y a 80 métiers différents. Voilà, comme ce que disait exactement le capitaine Jarry. Merci beaucoup. Au sein de la police nationale, vous retrouvez vous partagez ce ressenti sur les profils, vous recherchez les mêmes compétences. Quelles sont les différences vraiment importantes? La police, comme la gendarmerie, comme les métiers de pompiers, tous les métiers de l'armée sont des métiers d'aventure. Parmi les rares métiers d'aventure qui subsistent aujourd'hui, ce sont des métiers dans lesquels on ne sait pas, comme l'ont dit mes camarades, le matin forcément quel va être notre emploi du temps. Par contre, on sait que quoi qu'on fasse, notre action va être tournée vers les autres. Ce sont des métiers d'aventure, mais aussi des métiers tournés vers les autres. Notre entreprise, c'est le pays, c'est la sécurité. Notre objectif, c'est la sécurité de chacun des concitoyens, de nos proches pour lesquels on travaille. Alors oui, on retrouve les mêmes profils, les mêmes missions. On a plusieurs filières. Hein. La police comme la gendarmerie, enfin je parlerai que pour la police, c'est une grande catégorie dans laquelle on a des sous-catégories. Vous pouvez être policier en étant agent de renseignement, vous pouvez être policier en étant agent d'intervention, vous pouvez être policier en étant enquêteur, vous pouvez être policier en étant technicien de police scientifique. Vous pouvez être aussi dans chacune des rubriques en intervention notamment, vous pouvez être maître chien, vous pouvez être pourquoi pas pilote d'hélicoptère, enfin c'est tout un ensemble de métiers pour lesquels des passerelles existent. Voilà, c'est un métier pas comme les autres, qui exige aussi beaucoup de disponibilité, la volonté de peser sur les choses, hein, on le fait parce qu'on a envie que ça bouge, dans le bon sens si possible, et c'est un métier, oui, qui exige pas mal de disponibilité. Ça veut dire qu'on n'est pas souvent chez soi, mais ce sont pour de bonnes raisons, et surtout quand on n'est pas chez soi,
comme nos camarades de la gendarmerie, on est sur le terrain, quel qu'il soit, avec tous nos camarades. Donc on a un vrai esprit d'équipe, on travaille ensemble et on travaille pour le pays. Voilà, en gros. Merci beaucoup pour ces éléments-là. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous motive le matin ? Le matin, être utile. Ouais, être utile et puis faire avancer les choses et surtout apporter à mes équipes l'aide dont elles ont besoin pour contribuer à rendre la sécurité des gens meilleure. Voilà ce qui motive. Je sais qu'en fonction de ce que j'aurai fait dans la journée, le résultat pour tout un tas de personnes ne sera pas le même. Voilà, ça motive. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, on va parler de l'armée de terre, avec vous, Major Baudin, et puis aussi avec Jean-Michel Cayuela. Quelles sont les missions? Alors là aussi, il y a une palette de métiers. Oui, c'est très très large. J'aimerais faire un petit aparté sur la notion de vocation. Oui. Les gens s'imaginent parfois qu'il faut avoir envie d'être militaire depuis qu'on est tout petit, sinon ça ne va pas marcher, on ne va pas réussir. Ce n'est pas le cas. Comme le disait une campagne de communication de l'armée de terre il y a quelque temps, on ne naît pas militaire, on le devient. Et donc, voilà, on peut avoir envie de trouver un emploi, tout simplement, dans un premier temps, venir s'engager dans l'armée de terre, s'y plaire et puis faire toute une carrière qui peut être magnifique. Hein. Voilà, donc ensuite, quant aux qualités qu'il faut avoir pour devenir un bon militaire, je crois que d'abord c'est un état d'esprit, hein, il faut avoir envie de bien faire, avoir envie de devenir un professionnel avec le sens du travail bien fait, aimer travailler en équipe parce qu'on fait dans tous les métiers dont on a parlé jusqu'à présent, on ne fait rien tout seul. Hein. Il faut aimer le sport et les activités physiques parce qu'on en pratique quand même assez régulièrement. Clairement, vous n'êtes pas trop en intérieur, vous. Non, enfin moi si, maintenant si, dans le cadre de mes fonctions, mais voilà, précédemment, et puis même aujourd'hui, quand on est même à l'administratif, on a des tests physiques tous les ans. Oui, il faut rester tout le temps. On doit s'entraîner physiquement tout au long de l'année. Ensuite, il faut être prêt à débuter une carrière professionnelle, parfois un petit peu loin de l'endroit où nous résidons habituellement, hein, puisque l'armée de terre recrute partout en France. Donc il faut avoir envie un petit peu de découvrir de nouveaux horizons dans le cadre d'un premier emploi sur le plan professionnel, mais après, ultérieurement, lorsqu'on est amené à partir sur des théâtres d'opérations extérieures, dans les missions de courte durée au sein des départements et territoires d'outre-mer, ou même dans le cadre d'un renfort Vigipirate sur la région parisienne, il faut avoir envie un petit peu de bouger et voyager. Être prêt à le faire. On a cette image aussi d'un environnement très rigoureux. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas arriver comme ça avec des envies de rébellion. Non, c'est un cadre structuré. La finalité, c'est le combat. Lorsque vous êtes sur un théâtre d'opération extérieure, qu'il y a un conflit, qu'on se fait tirer dessus, donc on apprend les actes réflexes que l'on doit avoir dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, les actes réflexes ne souffrent pas l'approximation. Donc voilà, on apprend depuis tout petit, depuis qu'on rentre à l'armée, un drill, une manière de fonctionner qui a cette finalité. Voilà. Vous n'avez jamais regretté votre choix ? Très honnêtement, non. Non, moi je suis posé la question tout à l'heure, ce qui motive le matin, moi, c'est de faire un travail qui me plaît tout simplement. Donc, voilà. Merci beaucoup. Jean-Michel Cayuela, qu'est-ce que vous avez envie de rajouter sur ces métiers et cette armée que vous connaissez évidemment très bien vous aussi? J'abonderai dans le sens du major Baudin. Ceci dit, pour avoir servi beaucoup en régiment de combat, ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est qu'ils ne viennent pas parce qu'ils ont vu de la lumière. Ils viennent parce qu'ils ont quand même certaines valeurs qu'ils veulent défendre, et puis surtout, ils restent parce qu'ils veulent rester. C'est quand même un métier qui a des contraintes, c'est un métier où l'on a aussi beaucoup de satisfaction, la fraternité, le fait de travailler ensemble en permanence, de se sentir soutenu, mais il y a quand même un certain nombre de contraintes qui font qu'il va falloir avoir du caractère. Si vous n'avez pas de caractère, c'est clair que vous ne resterez pas. Ceci dit, quand vous arrivez dans un régiment, vous avez 6 mois, une période probatoire pendant laquelle soit vous décidez de rester, soit on vous dit, écoutez, on ne vous sent pas et il ne faut pas rester. Mais je dirais qu'à 90%, les jeunes qui viennent restent parce qu'ils ont trouvé là quelque chose qu'ils n'avaient pas trouvé à l'extérieur. C'est cette fraternité, cette camaraderie, la discipline, parce que quelque part, on a quand même beaucoup de jeunes qui viennent pour avoir un cadre, ce qu'on ne retrouve pas forcément à l'extérieur tout le temps. Voilà. L'armée de terre,
c'est vraiment une grande famille. Et pour vous dire, ce qui me motive moi le matin, c'est exactement ça. C'est que je me dis chaque matin, d'abord je vais aller défendre mes concitoyens, c'est quand même la première des choses, soit en opération extérieure, soit sur le territoire national. Et ensuite, j'ai pas une journée qui ressemble à une autre, franchement. Pas une journée qui ressemble à une autre. Et rien que ça, c'est déjà... Bah ouais, c'est déjà super motivant. C'est déjà énorme. Merci beaucoup. On va terminer en prenant un peu de hauteur avec l'armée de l'air. Quelle est la différence par rapport à tout ce qu'on a entendu, par rapport aux métiers qui ont déjà été présentés quand on s'engage dans l'armée de l'air? Moi, j'ai plus de scoop, moi. Voilà, il y a nos avions, mais je m'inscris dans effectivement tout ce qui vient d'être dit. Hein. L'armée de l'air, c'est avant tout des rêves de gosse, bien souvent. Hein, des rêves de gosse, effectivement, on pense pilote, mais beaucoup de rêves de gosse pour la mécanique aéronautique. Voilà, c'était mon cas. Et puis après, ce sont des concours de circonstances. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'on y travaille tous au quotidien. C'est d'essayer de faire découvrir nos métiers. Nous, en l'occurrence, moi, j'ai fait venir sur le plateau des pilotes, des commandos, des mécaniciens, qui ne sont pas là pour recruter, mais qui sont là pour parler de leur quotidien. C'est essentiel. C'est essentiel. On a parlé de camaraderie. Cette camaraderie, elle se révèle très vite dans nos institutions et en particulier dans nos écoles, puisqu'on devient militaire, mais on devient avant tout élève officier, élève sous-officier, élève militaire du rang. Et c'est ce qu'il y a de plus chaleureux et on retient souvent cette première période de notre vie militaire, puisqu'on fait des connaissances. Je vois des parents dans la salle, mais ça représente ce que vous avez peut-être vécu lors du service national à l'époque. On appelait ça les classes. Et je crois que vous en gardez tous un bon souvenir. Et aujourd'hui, ça, c'est très fédérateur. Donc ça, c'est ce qui reste dans les esprits. Et c'est là où tout se constitue. Après, circonstances, vous savez, on découvre des métiers au travers de ces salons. Je vais vous donner un exemple. Récemment, j'ai concouru. Hein, c'est elle qui a réussi. Une jeune fille qui était en 2e année de licence de langue étrangère et qui a découvert au Mans, en passant devant notre bureau, une affiche sur laquelle on écrivait qu'on recrutait des contrôleurs aériens. Elle a eu l'occasion, parce qu'elle se débrouillait pas trop mal en langue vivante, elle travaillait pour l'Automobile Club de l'Ouest, et à l'occasion des 24 heures du Mans, elle a eu le plaisir de pouvoir visiter la tour de contrôle de l'aérodrome du Mans. Aujourd'hui, elle élève sous-officier pour devenir contrôleur aérien. Voilà, donc vous voyez, la vie est faite de circonstances. Donc on est là pour... Et de rencontres, voilà, effectivement. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Alors moi, je vais me permettre quand même, avant de laisser la place aux questions, de vous faire une remarque. C'est que je ne vois aucune femme autour de cette table ronde. Enfin, je suis là, mais moi, je ne fais pas partie d'aucun corps. Et c'est vrai que pourtant, ce sont des métiers qui se féminisent. Donc, c'est pas parlant aujourd'hui, mais il y a cette réalité quand même derrière. Enfin, est-ce que vous pouvez le confirmer à la fois pour l'armée, pour la police nationale, pour la gendarmerie, etc. Moi, je peux au moins vous confirmer que dans l'armée de terre, il y a 15% de filles. Et contre combien à l'époque? Enfin, ça a évolué quand j'ai démarré, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, mais ça va quand là, même maintenant, dans ce c'est 15% de filles. Juste une petite anecdote. Je suis allé en Afghanistan 2 fois, et la 2e fois, mon pilote d'engin blindé et mon tireur mitrailleux, c'était 2 filles. Voilà. Merci pour ce témoignage. Pour la police nationale et la gendarmerie, c'est la même chose? Oui, bien sûr. Pour la police également, hein, les femmes ont toute leur place. À l'échelle du commissariat, elles sont une vingtaine sur 100 effectifs. Hein, donc, toutes filières confondues. D'accord. Voilà. Merci. Oui, identique pour la gendarmerie. Sur le stand, là, j'ai une camarade féminine. Donc, il n'y a aucun souci, discrimination. Il n'y a pas de quota non plus. Non, mais je crois qu'il y a une taille minimum quand même. Non, il n'y a plus de taille pour la gendarmerie. Il y avait avant. Il y a eu à un moment donné une taille. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais pu faire ces métiers-là. Il fallait faire 1m60. C'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà. Mais il n'y a plus de critères de taille. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Et le taux de féminisation en gendarmerie est aux alentours de 18%. Ouais. Et là, le taux d'intégration à l'heure actuelle, on est plutôt aux alentours de 25-26%. D'accord. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, je suppose. Oui. Et il y a des métiers en gendarmerie qui sont, je ne dirais pas plus adaptés, mais qui sont peut-être plus accessibles par des personnels féminins. Tout ce qui est enquête liée à la délinquance juvénile ou tout ce qui est viol ou choses comme ça, le personnel féminin est peut-être un petit peu plus adapté que le masculin, qui aura peut-être un petit peu moins de... Ça apporte une autre sensibilité. Oui, tout à fait. Merci. Au niveau des pompiers,
Chez nous, c'est exactement pareil. On en a de plus en plus qui intègrent la profession. Alors, dans tous les emplois possibles, jusqu'au niveau de cadre supérieur. C'est dommage, ma collègue Scholtez a quitté il y a quelques jours le centre de secours pour rejoindre un centre de secours angevin. Donc, on en avait une au CSP de Cholet, en tous les cas. Mais en effet, on est dans les mêmes pourcentages au sein de la profession. On a aussi la particularité d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires dans notre réseau et dans notre maillage. C'est pas leur profession primaire, mais où là, le taux de féminisation est beaucoup plus important. Et je parle aussi du service de secours et de santé médicale, qui, par le métier d'infirmier, qui est peut-être un peu plus orienté vers du personnel féminin, augmente aussi, que ce soit sur l'aspect volontariat, mais aussi sur l'aspect infirmier et professionnel, le taux de féminisation de notre profession. Super, merci beaucoup. Et puis un dernier mot pour savoir comment ça se passe du côté de la Marine nationale. Au niveau de la féminisation, nous on est entre 15 et 20% de personnel féminin, donc toute spécialité ouverte au personnel féminin, aucune restriction. La petite différence, c'est qu'effectivement sur les bateaux, il y a quand même de la promiscuité, le bateau c'est petit, donc on est obligé d'avoir des vestiaires, non il n'y a pas de vestiaires. Des postes, des postes et des hygiènes féminins ou masculins. À l'heure actuelle, seuls les sous-marins sont encore essentiellement masculins. C'est en train de changer puisque à l'heure actuelle il y a déjà des femmes officiers sur sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc évidemment eux ont encore moins de place, mais à l'avenir, et je pense dans très peu de temps, les sous-marins seront féminisés. Merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle parce qu'on est quand même en 2017. En tout cas, vous nous le confirmez. Je vous propose tout simplement, donc on a des étudiants du lycée Europe qui sont présents et qui ont des micros. Donc vous levez la main tout simplement et voilà, vous le voyez, il n'y a pas de questions bêtes. C'est vraiment l'occasion, donc profitez-en. Ils sont là pour vous répondre. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. C'est toujours la première question qui est difficile. Normal. Donc, mais franchement, n'hésitez pas parce que votre question que vous n'osez peut-être pas poser va certainement servir à d'autres. Donc voilà, il ne faut surtout pas vous bloquer là-dessus si vous êtes intéressé. Peut-être nous faire partager aussi pourquoi vous êtes là ce matin. Quelles sont les carrières qui vous intéressent, qui vous motiveraient? Ah, merci. Non, parce que c'est bien, il faut une première. Bonjour. On va monter le micro, vous inquiétez pas. Alors, on n'entend pas du tout... Oui, elle est près du micro, la dame. Je vais vous apporter le mien. Ah bon. C'est que c'était pas allumé. C'est sûr que ça marche tout de suite moins bien? Bonjour. Ah, voilà. Je poserai une question qui ne me concerne pas directement, parce que je n'ai plus l'âge d'intégrer aucun de ces groupes. Mais vous évoquiez tous de façon similaire la féminisation de votre métier. Est-ce que les femmes peuvent accéder aux grades qui sont les vôtres aujourd'hui? Même si j'y connais pas grand-chose, je vois que visiblement il y a des gens très gradés ou qualifiés, je ne sais pas comment on dit. Est-ce que ça reste ouvert aussi aux jeunes filles, on va dire? Est-ce que c'est un concours d'entrée? Est-ce que c'est effectivement le fait de, comment dirais-je, d'être militaire ou gendarme ou autre pendant plusieurs années qui vont ouvrir des postes? Et est-ce que c'est accessible aux filles de la même façon? Il n'y a pas du tout de discrimination au sein des armées. C'est une vraie équité, tant dans le salaire que dans les emplois, dans les fonctions ou dans les recrutements. Tout est identique. Il n'y a pas de critères masculins ou féminins dans la sélection. Après, chaque recrutement va être différent en fonction de l'arme, de la police ou de la gendarmerie. Là, je peux peut-être vous donner pour la gendarmerie. Donc, c'est un recrutement par concours, titulaire d'un diplôme de catégorie 4, donc le bac ou un équivalent. Il y a des solutions qui existent si on n'a pas le bac, mais c'est mieux d'avoir le bac. Et après, en fonction de votre souhait, entre guillemets, vous choisirez l'orientation professionnelle que vous voulez en interne. Donc, il y aura une période probatoire, entre guillemets, de 4 années. Et dès que vous êtes titulaire, vous pouvez choisir en interne des formations complémentaires pour vous spécialiser ou pour monter en grade. Ou les deux, ou aucun des deux. On peut rester gendarme, se spécialiser en restant gendarme, monter en grade et se spécialiser. Donc le choix reste libre. Alors attention, on peut réorienter aussi son parcours professionnel en interne, avoir des passerelles différentes pour changer de fonction. Ce qui ne veut pas dire qu'on obtient tout ce qu'on demande.
D'accord ? Mais si on n'en fait pas la demande, on ne nous forcera pas à exercer un métier qu'on n'a pas envie de faire. D'accord. Voilà. Il y a une marge comme ça d'une certaine autonomie dans la façon d'évoluer. Oui, tout à fait. Ce sont des choix personnels ou familiaux Oui, aussi, bien qui vont sûr. orienter le parcours. D'accord. Vous souhaitiez apporter quelque chose? Allez-y, et puis après, on écoutera le commissaire. Oui, je voulais simplement dire ou appeler que vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est un recrutement direct, c'est-à-dire que vous venez du civil, vous êtes en accord avec les conditions d'admission d'un concours, sous-officier ou officier, et vous réussissez le concours et vous intégrez une école de formation. Ou bien vous faites déjà partie du milieu, et puis vous avez des concours internes qui vous permettent de passer le niveau supérieur avec une préparation de concours telle que celle que vous connaissez dans les autres administrations ou dans les entreprises. Merci. Commissaire Belbella? Oui, alors bien évidemment, hommes et femmes dans la police sont à égalité. C'est l'égalité la plus complète. Ce qui fait la différence, qu'on soit un homme ou une femme, quand on veut intégrer une spécialité, ce sont ses aptitudes. À l'heure actuelle, si je prends le cas du commissariat dans lequel j'exerce, vous avez des femmes qui sont à tous les postes, qui sont à la brigade anticriminalité, qui sont à l'investigation, qui sont expertes en police technique et scientifique. Et si on sort du commissariat, vous avez également, ça c'est une évidence, vous avez des femmes officiers, des femmes commissaires. On est en 2017, tout ça c'est derrière nous dans la police. On prend toutes les bonnes volontés et on fait la différence sur les capacités réelles. Voilà ce que je peux vous dire. Non, mais c'est vrai que c'est toujours bien de le redire quand même, parce que manifestement, il y a encore des idées comme ça qui peuvent rester en tête. Il y a un film qui sort d'ailleurs cette semaine, je crois, qui s'appelle GIGN. Bon, c'est de l'humour, mais... Oui, c'est sur le RAID. C'est le RAID. Oui, voilà, RAID, pardon. Et qui met un peu l'accent sur un truc un peu d'hier, quoi. Oui. La place d'une femme dans ce domaine-là. Bref, fin de la parenthèse. Avez-vous d'autres questions? Profitez-en. Ils sont là. Alors, je vois une main levée. On va vous apporter un micro tout de suite. Pensez bien à mettre le micro assez proche du menton. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir jusqu'à quel âge il faut aller à l'école pour... Ça, c'est une question intéressante. Pour faire quel métier? Policier. Alors, donc on va poser la question. Plutôt donc policier ou dans la gendarmerie? Je sais pas trop encore. D'accord. Bon, on va vous laisser répondre tous les deux alors. Jusqu'à quand on va à l'école? Déjà, je conseillerais aux jeunes hommes d'aller à l'école le plus longtemps possible, indépendamment de ce qu'ils souhaitent faire. Après, comme l'a dit mon collègue de la gendarmerie, en fonction de ce qu'on souhaite, il y a utilité d'aller jusqu'à un certain niveau. Si on souhaite faire de l'intervention pure, être dans l'action, dans l'urgence, ça sera le bac pour devenir gardien de la paix. Si on souhaite s'intéresser un peu plus au commandement, ça sera bac plus 3. Si on souhaite être sur la direction, ça sera bac plus 5. Donc le minimum, c'est le bac, de toute façon. C'est le bac, voilà. Après, moi je ne sais pas si les parents du jeune homme sont là, mais le conseil que je lui répète, c'est d'y aller le plus longtemps possible. Après, il sera toujours temps de choisir le métier qui lui conviendra. Sachant qu'il y a des passerelles, on peut évoluer. Oui, ça c'est intéressant. C'est pas cloisonné. Non, c'est pas cloisonné, et comme le disait le colonel, en interne, il y a des promotions possibles et des changements de statut également. On peut basculer de militaire du rang, donc dans les armées, vers sous-officier, et de sous-officier vers officier par la suite. Donc en gendarmerie, on n'a pas de militaire du rang, mais on peut être sous-officier et puis en promotion interne basculer officier également. Donc comme dans la police, le bac, c'est quand même conseillé. Il y a des solutions qui existent si on n'a pas le bac, mais c'est un parcours un peu plus exotique. Ouais. Et par la suite, on peut donc tenter le concours de sous-officier titulaire du bac, ou alors à Master 2 pour être officier en gendarmerie. Donc on n'a pas de recrutement externe à titulaire de licence comme dans la police. D'accord. C'est bac ou bac plus 5. Ouais. Alors voilà, donc au choix. Mais même conseil, aller le plus loin possible dans les études sur une aussi, filière qui intéresse. Bien sûr. Ça c'est le choix. Il y a pas, en gendarmerie, il n'y a pas de filière préconisée pour pouvoir intégrer la gendarmerie. C'est un niveau d'études. D'accord. Quelle que soit la filière. Oui, vous souhaitiez compléter. Ce qui est en tous les cas, un conseil. Ce qui est surtout important, c'est que dans tous nos métiers, je pense que vous avez à peu près compris, on y rentre par concours.
Le problème des concours, c'est que souvent, alors il y a toujours peu de place quand on s'y inscrit, et il y a surtout beaucoup de candidats. Et que malheureusement, la réussite du concours, elle est efficace que si je suis le meilleur. S'il y a 50 places, qu'on est 900, il faut être dans les 50 premiers. Et qu'il ne faut surtout pas oublier que dans le cadre des études, je pense qu'il faut se dire dans sa tête, et si j'y arrive pas? Donc il faut aussi cheminer en disant, dans le métier, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je pourrais développer comme autre métier qui peut être parallèle à être gendarme, à être pompier, à être policier, à être dans l'armée? Puisque si j'y arrive pas, au moins je sors ou je m'oriente sur un métier qui va me plaire. Et puis au-delà du concours, une chose qu'on n'a peut-être pas parlé, c'est attention aux aptitudes médicales. Oui. Puisqu'on peut être motivé, on peut être physiquement, on va dire, grand, avoir un rapport poids-taille, puisque maintenant c'est ce qui compte, et être parfaitement dans le cadre pour intégrer ou pour accéder au concours. Et malheureusement, lors du recrutement, eh bien, on se rend compte qu'il y a une défaillance auditive, il y a une défaillance visuelle, même s'il y a des correctifs qui existent et qui font des fois tomber, dégringoler ce rêve dans lequel on s'était toujours projeté. C'est vrai que c'est un élément très important, ça. Et c'est important d'avoir ça en tête. Tous vos métiers, c'est commun à tous les métiers. Pour l'armée de terre aussi, il y a systématiquement un bilan médical présenté au départ. Et pour chaque métier, il y a un profil médical type. Donc, par exemple, vous portez des lunettes. Il y a des métiers que vous n'avez pas pu faire, vous n'auriez pas pu faire. Absolument, oui. Clairement. Les métiers de l'aéronautique, comme pilote hélicoptère par exemple, et les plongeurs de sapeurs de combat du génie, tout un tas de métiers. Mais on peut faire plein d'autres choses. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est important de le savoir quand même. Donc auditif, visuel. Oui, c'est ce qu'on appelle le CIGICOP. Hein. Je pense que c'est partagé à peu près par tout le monde. Globalement, c'est un équilibre global sur l'aptitude médicale. On y fait attention sur les yeux, les oreilles, derrière sur l'aptitude physique au sens large, et puis sur aussi un test un petit peu psychologique de savoir aussi comment on est dans notre tête, hein, comment on est équilibré, puisqu'on l'a tous dit, en fait on est un peu formaté. Et quelque part, faut savoir se maîtriser. Il y a toute une part de savoir-être, de maîtrise. Donc tout ça, c'est aussi apprécié dans le cadre du CIGICOP. CIGICOP, c'est le nom de ce bilan médical. Voilà, c'est un acronyme en fait. Voilà. Et puis sur le niveau d'études, gardez à l'esprit que qui peut le plus peut le moins. Si j'ai qu'un bac, je pourrais tenter qu'un niveau de concours. Si j'ai un bac plus 2, j'aurai 2 fois plus d'opportunités de tenter de concours, puisque je peux accéder au concours, on va dire, de premier niveau d'accès dans la profession, mais au concours de premier niveau d'encadrement, puis au concours d'officier ou de cadre, et jusqu'à Bac plus 3. Alors, dans le cadre des recrutements, on viendra toujours vous titiller en vous disant « Ouais, mais vous avez un Bac plus 3, pourquoi vous faites tel concours ?» J'allais dire, ça se défend, et c'est pas ça, contrairement à ce qu'on peut penser, qui fait qu'on est des fois retenu ou pas retenu. Mais plus on a un niveau d'études élevé, plus on multiplie le nombre de chances. On disait tout à l'heure, il n'y a pas forcément des fois beaucoup de place dans les concours, plus j'ai un niveau d'études élevé, plus j'augmente mes possibilités d'accéder au concours. Oui. Si je puis me permettre d'intervenir sur les aptitudes médicales. Au quotidien, on est confronté effectivement à des aptitudes, mais qui sont relevées par les médecins militaires. Ça veut dire que ce jeune public que nous rencontrons, c'est un public aujourd'hui qui est adepte des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, il se dit tout et n'importe quoi. Je me permets d'insister parce qu'on a tous connu des vocations qui n'ont pas pu se concrétiser parce qu'elles se sont malheureusement précisées sur le tard et lorsqu'on était hors d'âge, et finalement des gens qui se sont refusés à se porter candidat dans tel ou tel domaine parce qu'ils pensaient ne pas être aptes. Voilà. Alors nous-mêmes ne sommes pas aptes à certifier d'une aptitude médicale. C'est un médecin militaire et généralement il intervient en début de processus de sélection. Voilà. Donc moi ce que je conseille, c'est que tous les candidats se confrontent à ce premier échelon de la sélection. Des fois, ça s'arrêtera là, mais au moins on est fixé. Voilà. Plutôt il n'y aura de pas de regret quelques années lorsqu'on après. a passé l'âge qu'on était finalement apte. C'est sûr. Pas nourrir ces regrets-là. Oui. Je vais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure le capitaine des pompiers. Dans les armées, dans l'armée de terre, si on ne réussit pas un concours, on peut quand même rentrer par la petite porte. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les recrutements semi-directs, donc en interne. J'en suis l'exemple vivant, je suis l'exemple vivant de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai commencé soldat et j'ai terminé de fermer mes bouquins à 38 ans. Et
ça m'a agacé, bien évidemment. Et j'ai regretté à de très très nombreuses reprises de ne pas avoir suffisamment bossé et de ne pas avoir suffisamment engrangé de diplômes pour pouvoir présenter les concours que j'aurais pu présenter. Voilà. Donc le message, c'est si vous voulez aller vite et loin dans une carrière, quelle qu'elle soit, il y a le passage obligé qui est l'école. Et c'est le passage obligé. Merci. Vous souhaitiez compléter sur ce sujet? Oui, tout à fait. Alors, je reviens sur tout ce qui a été dit. Effectivement, si vous pouvez, faites le maximum d'études pour vous, et même si vous voulez après rentrer dans les armées. Maintenant, il faut quand même savoir que c'est quand même ouvert. Alors, je vais prendre la marine, j'imagine que c'est pareil pour les autres. De la 3e à bac plus 5. Pour la marine? Pour la marine. Effectivement, il faut avoir fait sa 3e. Effectivement, pour tout ce qui est cursus, officier, etc., c'est bac plus 5. C'est évident. Après, on va avoir différents stades de recrutement, de la 3e à bac, de bac à bac plus 2, qui vont être adaptés au niveau des écoles. Pour aller en école de sous-officier, il faut avoir de bac à bac plus 2. Pour commencer militaire du rang chez nous, donc marin et équipage de la flotte, on peut rentrer de la 3e à bac. Voilà, donc on peut rentrer par différents diplômes. Portes, et après, effectivement, on évolue en interne avec toutes ces passerelles et toutes ces écoles. Parce que de toute façon, une chose est sûre, vous quittez l'école pour rentrer à l'école. Quelle que soit l'armée tout le temps. Pour laquelle vous allez postuler, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez retourner à l'école. Comme ça, c'est clair. Merci, on a une question. Bonjour. Bonjour. Pour intégrer la police ou la gendarmerie, quelle filière post-bac vous conseilleriez? Aucune en particulier pour la gendarmerie, je pense que c'est la même chose pour la police. En fait, il faut avoir un niveau d'études. C'est titulaire d'un bac, donc une filière professionnelle, une filière technologique, un brevet professionnel, filière générale. Et comme disait le capitaine, un peu, la filière scolaire que vous allez choisir, pour nous, c'est un peu votre plan B. C'est si vous ne réussissez pas à intégrer la gendarmerie, vous avez une solution de repli ou de changement pour pouvoir exercer un autre emploi. Donc il n'y a pas une filière particulière. Les épreuves du concours gendarmerie, il n'y a pas une filière scolaire qui serait idéale par rapport à une autre. Il faudra se préparer à l'intégralité des épreuves du concours, puisqu'il y a des épreuves de sport, il y a des épreuves écrites, il y a des épreuves de langue vivante, il y a des entretiens de motivation, il y a des tests psychotechniques, des entretiens avec un psychologue du travail. Le volet psychologique pour intégrer la gendarmerie est également très important. Le côté maturité, le côté émotionnel est pris en compte dès le concours pour savoir si c'est une orientation professionnelle que vous pouvez suivre. Et donc il n'y a pas une filière particulière, et donc il n'y a pas de solution post-bac, entre guillemets, identifiée gendarmerie. Ça n'existe pas. Autant prendre le chemin de quelque chose qui plaît. Voilà. Donc plan B. C'est exactement ça. Un complément, puis après on va s'arrêter. Je rejoins mon camarade de la gendarmerie. Si vous souhaitez intégrer la police, vous allez devoir surtout vous intéresser à un niveau de formation. Mais malgré tout, ça n'interdit pas d'essayer de voir au-delà. Si jamais vous visez une filière qui va vous permettre d'accéder à un certain niveau de concours, ça vaut le coup aussi d'essayer de se mettre des atouts de son côté pour essayer d'évoluer ensuite. Je prends un exemple, si vous souhaitez, je ne sais pas, rentrer dans la police comme officier, ça sera bac plus 3. Si vous envisagez derrière de bifurquer de la police générale du quotidien, de la sécurité publique vers, pourquoi pas, le renseignement intérieur, ça vaudra le coup, pourquoi pas, d'investir dans un bac plus 3 en relations internationales. Ça sera vu dans le cadre des entretiens de recrutement. Si vous souhaitez entrer comme officier, bac plus 3 toujours, mais si derrière vous visez une spécialité particulière, c'est intéressant d'avoir le diplôme qui va avec. D'accord, donc se projeter sur ce qu'on aurait envie de faire. Exactement. Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question? Oui. Ah pardon, alors il y en a deux. On va prendre ces deux dernières questions et puis après, bien sûr, vous pouvez continuer. Le pavillon est présent, le pavillon des métiers de la sécurité, donc je vous écoute. Bonjour. Donc moi j'avais une question, est-ce qu'il y a un âge limite pour présenter les concours? Et en moyenne, combien de temps dure la formation de chaque corps de métier pour présenter, aller à l'école? C'est peut-être du cas par cas, c'est peut-être différent pour chacun, donc ça va être dur de vous donner une réponse globale, peut-être sur l'âge. Est-ce qu'il y a un âge limite Je crois que pour les armées, en gros, la tranche de recrutement, c'est 18-30 ans. Voilà.
C'est 35 pour police et gendarmerie. D'accord. C'est ça, 35. 35 ans pour les pompiers. 18-25, avec des reports, puisque c'est concours fonction publique territoriale. Oui, exactement. Avec des reports possibles pour ceux qui sont soit sapeurs-pompiers volontaires, soit qui ont servi dans l'armée, ou qui ont des enfants. Okay, voilà, donc il y a là, le système dérogatoire des administrations qui rentrent en ligne de compte sur les concours. D'accord. Pour la marine nationale? Pour la marine, les spécialités générales, c'est 17 ans, 30 ans, hormis pilote, 25 ans pour l'aéronaval. Et on a une particularité, c'est qu'on a une école, ce qu'on appelle l'école des mousses, c'est à partir de 16 ans. D'accord, ok. Et bon, enfin, pour l'armée de l'air? Effectivement, de façon identique à la Marine nationale, la cible majoritaire, c'est 17-25 ans. Pour les plus diplômés, 30 ans. Effectivement, l'école dont je suis issu, moi, l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes, qui forme des mécaniciens armée de l'air, dès 16 ans, pour des bacs généraux, technologiques et professionnels. Merci beaucoup. Après, pour les durées, je pense que le mieux, c'est quand même de voir avec chacun, parce que ça doit quand même être très spécifique. On va prendre une dernière question, monsieur. Bonjour. Je voulais savoir si le bac sécurité était vraiment utile pour intégrer les différents services. Alors, c'est pas une obligation, encore une fois. Le bac prévention sécurité, c'est autant de l'hygiène, vous aurez une formation sur l'hygiène plus que sur la sécurité. Donc il y a des partenariats avec la police et avec la gendarmerie dans le cadre de cette formation, mais ce n'est pas une formation idéale, entre guillemets, pour intégrer la police ou la gendarmerie, surtout dans le fonctionnement de cette formation. Déjà, la sélection à l'entrée est plutôt drastique, puisqu'il y a toujours 300-400 candidats pour une quinzaine de places par établissement, que vous ne pouvez pas postuler sur plusieurs établissements à la fois, que vous êtes obligé de fixer, de vous focaliser sur un établissement, et si votre candidature n'est pas retenue dans cet établissement-là, vous ne pouvez pas postuler sur les établissements des départements voisins. Donc déjà, première difficulté. Et seconde difficulté, encore une fois, ça vous oriente autant sur les métiers de pompiers que sur des métiers de sécurité au sens large de la sécurité, pas au sens métier d'enquête judiciaire ou de métier d'intervention. Ce n'est pas du tout cette orientation-là. Donc c'est une filière qui existe, qui amène à un diplôme de catégorie 4, le bac, mais qui n'est pas une obligation pour pouvoir intégrer. C'est ce que je disais à madame tout à l'heure. Plutôt, si votre projet professionnel, c'est d'être agent de sécurité ou agent de prévention, la filière Bac Pro Sécurité est une bonne piste. Si votre projet initial, c'est d'être gendarme, mais que le plan B, c'est d'être plutôt, je sais pas, boucher ou charcutier, il ne faut pas faire un Bac Pro sécurité. Ça se ressemble pas trop quand même, gendarme et boucher charcutier. Non, mais c'est un diplôme. C'est une blague. Voilà, c'est vrai. Bon. Merci. Vous souhaitiez dire un dernier simplement, mot? tout a été dit par mon collègue. Il faut plutôt voir le bac sécurité comme une espèce de mini prépa au concours de gardien de la paix pour la police et puis peut-être de gendarme. C'est pas la marche indispensable pour accéder au métier de policier ou de gendarme. Ça peut être un choix de se spécialiser pour certains élèves qui s'inscrivent dans cette filière, de ne viser que ça. Mais une sécurité supplémentaire par le biais d'un bac général, c'est bien aussi. Merci beaucoup. Alors je suis désolée, on va être obligé de s'arrêter, mais vous pouvez continuer à échanger sur tous ces métiers, sur toutes ces missions, et vous l'avez vu, la passion qui va avec, parce qu'ils l'ont transmise, avec cette envie tous les matins de se lever pour une vraie bonne raison. Merci, je pense qu'on peut applaudir tous les intervenants qui ont témoigné. Merci messieurs. On revient dans 2 ans avec des mesdames. Ça pourrait être sympa. Merci beaucoup. Très belle fin de Carrefour. Rendez-vous à 14h15 pour une table ronde consacrée à l'international. Et enfin, on terminera avec l'industrie à 15h15. Bonne fin de visite et merci de votre attention.